Bonjour à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi. On est mercredi, c'est l'interview entre 9h et 10h qui est d'ailleurs rediffusée les dimanches matins et que vous retrouvez ensuite sur nos nombreux liens, que ce soit YouTube, sur Spotify. Aujourd'hui, on va descendre, on va aller sous terre. Pas que, mais on va aller sous terre. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Géron. Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur des fameuses grottes de Han. Alors, plus modestement, directeur commercial, responsable. Mais effectivement, oui, je travaille aux grottes de Han-sur-Lesse depuis toujours, puisque j'y ai commencé comme étudiant à 15-16 ans, et j'ai maintenant 56 ans, et je suis toujours là. Donc, Une longue histoire d'amour. Absolument, on peut dire ça, oui. Alors dites-nous, c'est très bien, parce que vous êtes là depuis la jeunesse, depuis le tout début. Les grottes de Han, ça date de quand est-ce qu'on les a découvertes, et quand est-ce qu'on s'est dit, tiens, c'est un site intéressant? Alors, tout dépend jusqu'où vous voulez remonter. Si on parle de la formation des grottes, on va remonter il y a à peu près 350 millions d'années. Ça fait loin, mais moi j'ai le temps, c'est comme vous voulez. Non, mais faisons, oui, bien sûr. Alors, je pense que c'est d'intérêt pour les auditeurs. Alors à l'époque, on avait une mer tropicale ici au-dessus de la Belgique. Dans le fond de cette mer tropicale se déposent des coquillages, des coraux, etc. C'était une mer chaude. Et petit à petit, avec la pression de l'eau au-dessus, toutes ces couches qui se déposent dans le fond deviennent dures, composent le calcaire. C'est pour ça qu'on appelle le calcaire une roche sédimentaire. Ça vient du mot sédiment, les sédiments marins. Et donc, tout ça se forme il y a à peu près 350 millions d'années. Bien après, il y a à peu près 500 000 ans, une petite rivière qui s'appelle la Lesse vient de façon obstinée, buter, cogner contre une colline calcaire Han-sur-Lesse. Et petit à petit, elle réussit à ouvrir des petites failles, des petites fissures dans ce gros massif calcaire. Et il y a à peu près 500 000 ans, pour la première fois, elle réussit à le traverser de part en part. Donc elle abandonne son cours extérieur aérien pour avoir maintenant un cours souterrain. Et elle traverse de part en part. C'est assez spectaculaire, hein. Donc d'un côté de la colline, vous avez un gouffre et cette rivière qui tombe dedans. Vous la retrouvez pendant la visite de la grotte et puis elle ressort de l'autre côté. Et tous les jours, il y a à peu près 10 tonnes de calcaire qui disparaissent du massif. C'est-à-dire que cette rivière, simplement par érosion, elle ronge les parois de la grotte et tous les jours, vous en avez quand même 10 tonnes qui sortent de la grotte de Han-sur-Lesse. Donc c'est un travail quand même assez spectaculaire. C'est 10 tonnes par jour, peu importe les niveaux de pluie, ou c'est une moyenne? Alors c'est effectivement un peu plus en hiver qu'en été, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas un travail abrasif. Les gens pensent que oui, ça frotte, c'est comme du papier de verre, ça use. Non, c'est pas du tout un travail mécanique, c'est un travail chimique. Donc l'eau de la rivière souterraine est légèrement acide et en fait elle n'use pas les parois, elle les ronge vraiment physiquement, c'est chimique et donc ça disparaît petit à petit en poussière de calcaire qui est emportée dans l'eau de la rivière. Alors si on continue l'historique beaucoup plus récent, les premières visites remontent à peu près à 1800, donc en 1800 tous les habitants du village étaient guides autoproclamés, c'était l'anarchie totale, mais dès qu'on voulait visiter la grotte, on se présentait chez Pierre, Paul, Jacques, on allait frapper à la porte, on convenait d'un rendez-vous et le lendemain on allait visiter la grotte. Et ça a duré comme ça pendant pas mal de temps, avec des visites au flambeau, des visites à la torche qui duraient jusqu'à 5 heures, avec les dames qui étaient en grande robe, il fallait porter les dames d'un côté à l'autre de la rivière, enfin c'était les grandes robes de l'époque ou c'était déjà des costumes d'apparat pour faire une visite inoubliable? C'était vraiment les grandes robes de l'époque, et à un point tel qu'on demandait aux gens de prendre des tartines, de prendre à boire, on restait 5 heures dans la grotte, on pique-niquait au milieu de la visite, enfin c'était vraiment une aventure, rien n'était aménagé, pas du tout d'électricité, pas du tout de sentiers bétonnés évidemment. Et puis alors en 1895, un baron un peu fortuné se dit j'ai une vision, je vais acheter les grottes de Han. Et à l'époque, en tant que bien privé, on pouvait s'offrir la grotte de Han. Donc il met un paquet d'argent sur la table, il achète la grotte, mais pour être propriétaire du sous-sol, il faut être propriétaire du sol. Donc en 1895, pas le choix, il doit acheter tout ce qui est au-dessus. Donc il achète l'entièreté de la colline, 250 hectares, ce qui fait qu'aujourd'hui, en plus de nos activités souterraines, la grotte, on a un parc animalier au-dessus, tous les terrains nous appartenaient. On pourrait encore acheter si on le désire et si on a suffisamment d'argent, bien entendu, ou c'est plus possible? Non, ce serait tout à fait impossible aujourd'hui. Si on redécouvrait un joyau comme la grotte de Han aujourd'hui, ce serait certainement plus un bien privé, ce serait hyper classé, hyper protégé, etc. Mais voilà, historiquement, il se fait que la société des grottes de Han est la plus ancienne société touristique de Belgique, plus que centenaire, et voilà, à l'époque, les choses pouvaient se passer comme ça, ce qui ne serait plus le cas aujourd'hui. D'accord, très bien. Écoutez, merci, c'est très intéressant. Donc, si on plonge encore un petit peu plus dans cette grotte, et vous le savez, que vous qui nous écoutez les mercredis en direct ou en diffusion de dimanche ou après sur nos différents médias sociaux, que je suis un grand fan
de citations. Alors j'ai été en chercher une, je pouvais en trouver une sur le parc animalier, sur la grotte, sur les visites exclusives, sur les moments en famille. Et puis j'en ai trouvé une de quelqu'un qu'on connaît bien, mais je vous le dirai après, où il nous dit la spéléologie, c'est l'alpinisme de ceux qui ont le vertige. C'est pas entièrement faux. C'est Philippe Geluc. Ah c'est oui. le chat qui nous a sorti ça. Je reconnais bien sa patte. Je reconnais bien sa patte. Un peu de belgitude. Oui, donc si on descend dans cette grotte, j'ai vu sur votre site web que vous proposez des animations. Bien sûr, alors, je pense que la majorité des auditeurs aujourd'hui sont déjà allés quand ils étaient enfants ou maintenant comme adultes ou peut-être comme grands-parents. Ça reste un endroit où... au moins on connaît, et je pense beaucoup y sont déjà allés. Mais j'ai vu par exemple que vous avez le spectacle Origine qui se passe dans la grotte. Vous pouvez nous raconter brièvement ou pas ce qu'il en est? Oui, donc quand vous effectuez la visite de la grotte, en fait, il y a toute une enfilade de galeries, de salles, etc. Et puis, à un moment donné, vous allez arriver dans une salle qu'on appelle la salle d'armes, qui est vraiment le point le plus profond de la grotte, puisque vous êtes à la verticale du sommet de la colline, à 110 mètres sous terre. Et dans cette grande salle, eh bien là, vous allez pouvoir vous asseoir quelques minutes. Et on s'est associé avec le spécialiste belge du genre, qui s'appelle Luc Petit, donc qui est vraiment le spécialiste du vidéo mapping. Et il a composé pour nous un spectacle de vidéo mapping pour la grotte. Et pendant quelques minutes, donc, on va vous projeter à 360 degrés sur les parois de cette salle d'armes, un spectacle de vidéo mapping. Donc c'est vraiment une expérience assez saisissante. Et le pari, le challenge, était de résumer en 4-5 minutes toute l'histoire de l'humanité depuis le Big Bang jusqu'au temps moderne. Donc effectivement, le début du spectacle commence, vous voyez les fonds marins, puis vous voyez la vie qui sort de l'océan, et puis pour arriver jusqu'à l'époque contemporaine. C'est vraiment un très très chouette spectacle, et ça laisse en général un souvenir un peu ému aux personnes qui le voient. Ouais. Donc c'est un spectacle son et lumière dans la grotte. Tout à fait. Donc vidéo mapping, vraiment on projette, on se sert des parois de la grotte comme d'un écran de cinéma, et avec une bande son effectivement derrière. Vous nous parliez du spectacle Origine, et j'ai vu également sur le site web que vous aviez préhistoire. Oui, alors la grotte de Han, on a découvert à peu près pour l'instant 17 km de salles et galeries, donc rassurez-vous, si vous venez visiter les grottes de Han, on ne va pas vous faire marcher les 17 km, on a à peu près 1,5 km qui sont présentés à nos visiteurs, et comme beaucoup de grottes, eh bien, on a retrouvé à l'intérieur des traces d'occupation, donc principalement sur les extrémités, 200-300 mètres à l'entrée, 200-300 mètres à la sortie, mais ce qui est vraiment particulier chez nous, c'est qu'à la différence d'autres grottes où les gens rentraient pour s'abriter, se protéger, etc., chez nous, il y avait véritablement une notion de culte religieux. C'est-à-dire que pour les gens de l'époque, les gens du néolithique, il y a 5, 6, 7 000 ans, voir comme ça, d'un côté de la colline, une rivière disparaître et la voir réapparaître de l'autre côté et continuer son chemin. Voilà, il se passait quelque chose entre les deux. Donc la grotte était quelque part le domaine des dieux de l'époque, etc. Et on a retrouvé énormément d'objets dans la grotte, sur les extrémités, mais on n'a rien retrouvé, quasiment rien, à même le sol. Donc tout ce qu'on a retrouvé, principalement, était dans le fond de l'eau, dans le fond de la rivière souterraine. Donc des objets de grande valeur pour l'époque et des objets entiers, donc pas abîmés, pas cassés. Donc on est quasiment certain que les gens rentraient dans la grotte de Han pour y célébrer des cérémonies religieuses et que les objets qu'on a retrouvés dans le fond de l'eau n'étaient pas perdus ou égarés, mais volontairement jetés en offrande à la rivière souterraine. Par exemple, sur les 200 derniers mètres de rivière souterraine, en poterie, on a trouvé plus d'1 tonne. Ah oui. Rien qu'en poterie. Je ne parle pas des bijoux, des outils et des autres objets. Rien qu'en poterie, il y avait plus d'1 tonne sur les 300 derniers mètres. Ça peut être charrié par le flot de la rivière? Oui. Ou vous pensez que c'était vraiment à cet endroit-là qu'étaient faits les... Non, c'était vraiment là, sur les extrémités. Et à l'heure actuelle, il y a toujours de façon régulière des fouilles et des recherches qui sont menées. Le problème, c'est que comme il y a eu des milliers d'années de sédiments qui se sont déposés, il y a maintenant un travail assez ingrat de désobstruction. Donc il faut redescendre les couches de la lasagne pour retomber sur les couches où les objets sont calés dans les sédiments, mais on retrouve encore de façon assez régulière des objets d'assez grande valeur qui sont exposés donc dans ce musée en Sourlès, ce qu'on appelle le Préhistoire, et qui fait partie de notre package avec la grotte de Han et le parc animalier. Et alors c'est même assez spécial parce qu'on a retrouvé dans le fond de l'eau en Sourlès des objets typiques de peuplades qui à l'époque vivaient en Allemagne, du côté de l'Eiffel, du côté d'Aix-la-Chapelle. Donc ces gens là-bas, il y a 4, 5, 6 000 ans, connaissaient la grotte de Han, venaient à pied jusqu'au
jusque-là, faire leur petite offrande et rentrer à pied chez eux. Donc, toute proportion gardée, c'est un petit peu le Lourdes de l'époque. C'était vraiment un lieu de pèlerinage et un lieu vraiment, vraiment important au niveau de la religion de l'époque. Ah, excellent. Une transhumance pour aller aux grottes de Han. Donc, ça date pas d'hier. Ensuite, on va faire une transition. On a parlé de la grotte. On peut passer tout doucement au parc animalier, qui est donc adjacent à cette grotte. Alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, ou en tout cas les parents de jeunes enfants qui sont friands d'animaux qui ne sont pas des animaux qu'on aura à la maison, on retrouve quoi comme type d'animaux sur le parc animalier ? Alors, on n'a pas chez nous de faune véritablement exotique, donc ne venez pas chez nous avec l'espoir de voir des lions, des girafes ou des singes. Non, on n'a que de la faune européenne. Donc, des animaux qui vivent encore maintenant ou qui ont autrefois vécu dans notre partie du globe. Mais dans les animaux les plus emblématiques, les prédateurs, on a évidemment les loups. On a une meute de loups gris, une meute de loups blancs, les loups arctiques. On a les lynx, on a les ours bruns. Donc voilà, il y a à peu près 35 espèces différentes. Ça représente plus ou moins 650 animaux. Et alors, ce qui fait vraiment notre particularité, c'est que, on en a parlé tout à l'heure, on avait beaucoup d'espace, on avait 250 hectares, donc aucune raison de faire un zoo et de mettre les animaux dans de petits espaces, dans des enclos. Donc, chez nous, les 3/4 des animaux, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent cohabiter entre eux sans qu'il y ait de prédation, évidemment, mais se promènent vraiment. Donc, il y a d'énormes espaces dans le parc animalier où, aussi loin que vous regardez, vous ne voyez pas de clôture, vous ne voyez pas d'enclos, rien du tout. Donc, les seuls qui sont, bien entendu, pour des raisons de sécurité en enclos sont les prédateurs dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Mais donc les ours, les loups. Ouais, mais les 3/4 des animaux, vraiment, vous les verrez se promener. Et donc il y a un petit train où il y a, je sais pas, un train où, en tout cas, il y a un moyen de locomotion à l'intérieur du parc. Je me souviens. Ouais, mais là, je suis en train de me ramener bien loin. Exact. Donc il y a 2 modes de visite en fait. Historiquement, ça a toujours été en véhicule, ce qu'on appelle les safari cars. Donc ce sont des véhicules avec remorque ouverts latéralement, mais couverts. Hein. Donc il y a un toit, mais c'est ouvert latéralement. Ce sont des véhicules d'à peu près 80 places. On a une flotte de 8 véhicules, mais on peut aussi également, depuis quelques années maintenant, faire la visite du parc à pied. Donc soit vous la faites totalement à pied, ce qui va vous prendre au minimum 3 heures, bien qu'il n'y ait plus vraiment d'horaire à ce moment-là. Oui, un bon bol d'air de 3 heures, magnifique. Quelques kilomètres dans les pieds, dans les jambes. Voilà, mais là, si vous le faites à pied, plus aucun horaire, vous pouvez rentrer avec le sac à dos, le casse-croûte et rester 5 heures dans le parc si vous le souhaitez. Vous pouvez, si vous êtes un peu moins ambitieux, faire une demi-visite à pied et une demi-visite en véhicule, ou alors vous faites tout en véhicule safari car. Donc voilà, une multitude de possibilités, sachant que le tarif sera de toute façon identique et on est bien conscient que c'est fort météo dépendant. Donc en fonction de la météo du jour, comme le tarif est identique, les gens vont plus se décider à le faire à pied ou à le faire en véhicule. Mais les belles journées, il y a déjà eu plus de pédestres que de motorisés, ça peut arriver, mais ça dépend fort de la météo. J'ai vu également sur votre site qu'il y a le fameux gouffre de Bellevaux. Alors racontez-nous, c'est quoi ce gouffre ? Alors le gouffre, voilà, le nom le dit bien, donc c'est l'endroit où la rivière tombe dans un énorme trou et elle est complètement avalée, absorbée par ce trou qui lui permet de pénétrer sous terre et vous la retrouvez ensuite pendant votre visite de la grotte. Alors il faut savoir que la grotte de Han, via le gouffre de Bellevaux, elle accepte à peu près 45 mètres cubes d'eau par seconde, c'est le maximum de ce que la grotte peut prendre, mais il arrive assez fréquemment en hiver que ce débit soit dépassé, même franchement dépassé parfois, et alors à ce moment-là, il y a chaque année des périodes de l'année où la rivière va reprendre son ancien cours aérien et repasser dans les plaines du parc animalier parce que la grotte physiquement ne sait plus tout prendre. Si vous vous souvenez des crues historiques qui ont eu lieu en été, il y a, je pense de ça maintenant 3 ans, à la mi-juillet, voilà, la grotte pouvait prendre 45 mètres cubes et la rivière essayait d'en faire rentrer 150. Donc concrètement, il y avait 110 mètres cubes qui ne rentraient plus dans la grotte, qui refaisaient le tour complet de la colline et ça se rejoignait en un Y, les 2 bras se rejoignaient à la sortie de la grotte de l'autre côté. Mais ça a été assez sérieux chez nous. Il y a eu, pas vraiment en Sourlès, mais à Rochefort, à 5 km, il y a eu des maisons qui ont disparu complètement. Mais pour revenir à ce qu'on disait au tout début, vous parliez beaucoup du calcaire. Pour avoir ce type de grotte, il faut automatiquement que ce soit du calcaire autour de nous, ou il y a un autre... Alors, il y a 2 types de grottes. Il y a les grottes à concrétion, stalactites, stalagmites, qui sont des grottes de calcaire. Il faut toujours fatalement qu'il y ait une rivière. Et puis après, quand cette rivière disparaît, l'eau de pluie va se charger de la décoration. Tout ce qui est stalactites, stalagmites, draperies, colonnes et autres. Mais il y a aussi un autre type de grotte
qui se forment de façon différente et beaucoup plus rapide sont les grottes de lave. Donc quand vous avez un volcan qui fait des coulées, par exemple, eh bien parfois quand la lave refroidit, il se fait qu'il y a des galeries qui restent en dessous de la couche de magma. Comme à La Réunion, par exemple. Ouais, tout à fait. Sur le piton de la Fournaise. Voilà. Mais là, le phénomène est vraiment différent, c'est de la lave. D'accord, ok. Et puis, donc, la grotte, le parc animalier, il y a, évidemment, on met tout ça en musique avec des visites exclusives. Je sais que pour l'été, par exemple, j'ai vu qu'il y avait l'attraction sur la rivière perdue, sur les grands prédateurs. Oui, alors là, si vous allez consulter notre site internet www.grotte2an.be, eh bien vous allez avoir une page où on va vous proposer tout un pack de visites exclusives qui vont avoir lieu la plupart du temps, soit tôt le matin, soit tard le soir après la journée. Donc il y en a aussi bien dans le parc animalier que dans la grotte. Les deux que vous citez, effectivement, voilà, elles font partie du package qu'on propose. Les grands prédateurs, voilà, je vous ai cité certains de ces prédateurs tout à l'heure quand on a parlé un petit peu du parc animalier. Vous avez les loups, vous avez les lynx, vous avez les ours, etc. Et là, ce sont des visites qui sont en beaucoup plus petits groupes, effectivement, où le guide ranger qui va vous accompagner va orienter un petit peu plus son commentaire sur ces espèces particulières. Il va y avoir des nourrissages, etc., des petites animations. Donc ce sont des visites exclusives en plus petits groupes et orientées un peu plus sur ces espèces-là. Mais dans la grotte, vous en parliez également, il peut y avoir des visites musicales, des visites chantées, des visites... voilà, il y a tout un package d'animations. On suit en fait le calendrier, aussi bien pour le brame du cerf, par exemple. Oui, ce que j'allais dire, j'ai vu aussi le fameux brame du cerf. Voilà. C'est encadré par les équipes des grottes de Han. Oui, tout à fait. Donc, dans les espèces du parc animalier, on a une harde de cervidés d'une 50aine d'individus avec une 15aine de grands cerfs qui s'entendent très bien pendant 11 mois de l'année, mais qui, le 12e mois, s'entendent beaucoup moins bien. Donc, entre la mi-septembre et la mi-octobre, c'est le moment des amours chez les cervidés, c'est le moment des combats, c'est le moment où vous entendez ce cri qui vient vraiment du ventre, qu'on appelle le brame, c'est vraiment impressionnant. Et alors, on décline toute cette période avec des visites aussi bien tôt le matin que tard le soir, aussi bien à pied qu'en véhicule safari-car, mais c'est vraiment un moment tout à fait particulier du calendrier de notre parc animalier. Et puis toujours dans les visites exclusives, on termine la saison traditionnellement avec Halloween. La période d'Halloween, le domaine est tout à fait décoré aux couleurs des citrouilles, des spectres et des sorcières pendant une bonne dizaine de jours, avec non seulement tout un décorum en journée, avec des acteurs sur site, mais également en soirée, pendant 3 ou 4 soirs, des visites spéciales avec des groupes d'une 30aine de personnes, où là, vous partez dans le parc animalier la nuit avec des torches, des frontales, etc. Et puis vous allez faire plein de rencontres. Mais ça, voilà, il faut bien s'accrocher. Oui, ça va, ok. Je vois aussi qu'il y a Dinner in the Caves. Absolument. Donc depuis quelques années, on a décidé d'aller chercher un petit peu de nouvelle clientèle. Traditionnellement, on travaille surtout les familles, les autocaristes, etc., les groupes classiques. Et depuis quelques années, on a décidé de s'orienter un peu vers le monde de l'entreprise, qu'on appelle le MICE, en proposant des produits vraiment orientés aux entreprises, des séminaires, des team building, des journées du personnel, etc. Et on a développé un produit vraiment exclusif dans la grotte qui s'appelle Dinner in the Caves et qui vous permet en soirée, avec votre entreprise, de venir manger dans la grotte, dans la salle d'armes dont on parlait tout à l'heure, avec le fabuleux spectacle Son et Lumière de Luc Petit. Eh bien, vous pouvez manger là avec des groupes de minimum 40 personnes et on a déjà accueilli jusqu'à 220 personnes qui vont manger à 110 mètres sous la terre. Avec des formules différentes, il y a des formules, il y a 3 types de propositions qui vous sont faites, mais c'est vraiment un produit qui a pas mal de succès et qui commence à vraiment bien marcher avec le monde de l'entreprise. Ah oui, c'est vrai que c'est team building, on peut chanter comme ça quand on arrive sur le site I'm dining in the caves. Voilà, c'était un petit cadeau, c'était comme ça. Glamping, on peut déjà peut-être vulgariser le terme pour ceux qui ne le connaissent pas. Logement insolite. Voilà, alors glamping, c'est en fait 2 mots anglais qui sont joints. Donc vous avez le glamping les 3 premières lettres de glamour et le ping de camping. Donc on a au village ce qu'on appelle le cocoon village. Donc ce n'est pas dans le parc animalier en tant que tel, c'est dans le village. C'est un ancien camping qui nous appartenait. On a décidé de partir sur un nouveau concept. On a fait table rase de tout ce qui existait et on est parti sur un tout nouveau concept où on a acheté 32 tentes tout à fait neuves qu'on a aménagé, qu'on a
ameubler, et on vous propose de venir partager une expérience, puisque en plus du logement, assez souvent, vous allez avoir des animations particulières qui vous sont proposées, parfois des petits concerts. Donc on vous propose des packages complets dans le glamping, avec bien entendu possibilité de restauration sur place. On peut vous proposer des petits paquets barbecue, et bien entendu vous avez le package de visite du domaine des Grottes de Han qui est compris dans ce séjour au Cocoon Village. Donc ça c'est tout au long de l'année, autant de Dinner in the Cave ou le glamping, on va sur votre site, on réserve. Il y a des périodes quand même. Non, en fait, pour l'un comme pour l'autre, il y a une saisonnalité. Les Dinner in the Cave, c'est lié surtout à la météo, puisque comme la rivière souterraine coule dans la grotte, il y a une partie de l'année où c'est trop dangereux d'essayer d'organiser des événements dans la grotte. C'est plutôt l'été, quoi. Oui, alors on peut sereinement organiser des repas dans la grotte à partir d'avril jusqu'à fin octobre, sans souci. Et le Cocoon Village, de la même façon, il va ouvrir pour Pâques et rester ouvert à peu près jusqu'à la fin de la période de Brame, donc septembre, octobre également. On parle également des hébergements insolites, donc en plus du Cocoon Village qui lui est dans le village même, dans Sourlès, on a dans le parc animalier ce qu'on appelle des tree tents, donc qui sont des tentes pendues dans les arbres. L'arbre en anglais. Exactement, mais là vous êtes vraiment dans le parc animalier, donc vous imaginez une armature de bois sur laquelle vous posez une tente et puis vous montez tout ça à 5 mètres dans un arbre soutenu par des câbles, mais le matin quand vous ouvrez la tirette de la tente et que vous passez la tête, vous avez les animaux qui sont physiquement en dessous de votre tente, donc ça c'est une véritable expérience. On a 8 tree tents qui peuvent accueillir chacune 3 personnes, et là voilà, ça marche vraiment bien, donc on est presque sur des réservations qui se passent 1 an à l'avance, aussi bien pour les individuels que pour le monde de l'entreprise, puisque parfois ça peut faire l'objet d'un petit team building aussi avec une équipe de il y a combien de personnes travaillent sur le site? Parce que j'imagine il y a les gens à la réception, ceux qui s'occupent de l'aspect spéléologie, du parc animalier. Il doit y avoir aussi des vétérinaires. On tourne sur une belle équipe, à mon avis. Alors, avec une saisonnalité, puisque le domaine est fermé en hiver, donc on a une grande partie de nos salariés qui ont des contrats saisonniers. Mais si vous additionnez ces contrats à temps partiel, on est actuellement à peu près à 115 équivalents temps plein. Donc c'est quand même une belle petite boîte qui engage en plus une centaine d'étudiants en juillet, une centaine d'étudiants en août. Donc voilà, on tourne à peu près à 3500 visiteurs jour en été. Vous entendez, chers étudiants, si vous savez pas quoi faire en juillet ou en août et que vous avez réussi, ou pas, ou presque, allez, votre année, allez pousser la porte du domaine des Grottes de Han. S'il y a une anecdote sur ces longues années, une chose que vous voulez partager en disant « Ah oui, ça c'était quand même un sacré souvenir ». Allez, la plus belle, je suis maintenant responsable commercial, mais j'ai changé beaucoup de fonctions tout au long de ma carrière. J'ai été guide de la grotte pendant 15 ans. Et un jour, j'avais un groupe de militaires américains casernés en Allemagne. À l'époque, il y avait pas mal de militaires américains casernés en Allemagne, donc je n'avais qu'eux, il n'y avait pas d'individuel. Et on entre dans la salle d'armes, la salle où a lieu maintenant le spectacle son et lumière. Et le gars me dit, est-ce que je voudrais bien parler à mes collègues avant, est-ce que je peux prendre la parole 2 minutes? Je dis ok, bon, le gars prend la parole et en fait il était avec sa fiancée qui faisait partie du groupe aussi, et il a fait sa demande en mariage dans la salle d'armes à 110 mètres sous terre, et il se fait qu'ils sont revenus 3 ou 4 ans après, et je les ai revus et ils avaient un petit bébé, et voilà, ça c'est mon plus beau souvenir de carrière aux Grottes de Han-sur-Lez. Excellent. Et donc si c'était à refaire, c'est une des questions de sortie, mais je pense qu'avec l'homme que j'ai devant moi tout souriant qui est extrêmement loquace, vous le referiez, je crois. Ouais, de la même façon. Enfin, presque de la même façon, mais en tout cas, dans la même boîte. Ouais, magnifique. Et puis, la toute dernière, c'est pas vraiment une question, c'est un choix. Le choix musical. S'il y a une chanson que Stéphane Géron, quand il se lève le matin, ou quand il est dans sa voiture, ou pour s'endormir, il se dit, ça me fait du bien. Bon, résolument années 80 quand même, un petit Dépêche Mode, ou un petit U2, un petit Cure, voilà. Dans cette veine-là, en tout cas, vous me ferez plaisir. Oui, ça va. On va. Je pense que ça va être trouvable dans la playlist. Dans la playlist Inside Radio, c'était un énorme plaisir. Si vous avez encore quelque chose à nous dire, c'est le moment, c'est l'instant. Sinon, on passe la main. En tout cas, merci d'être venu dans notre studio ici à Bacharach. Merci à vous, merci de l'invitation en tout cas. Et puis voilà, si vous cherchez une destination nature et famille, pas trop loin de chez vous, n'hésitez pas. Pensez au domaine des Grottes de Han. Merci Stéphane, ce sera le mot de la fin. Pour vous, chers auditeurs, comme je l'ai dit en préambule de cette interview, on se retrouve tous les mercredis entre 9h et 10h, rediffusion les dimanches matins. Et
vous nous retrouvez également sur YouTube et sur Spotify. Allez liker tout ce que vous pouvez liker. Notre site s'appelle inside-radio.com. Je vous laisse là. Et bien entendu, quoi que vous fassiez, faites-le bien.